Ça, c'est pour avancer. Okay. Et le technicien va mettre la... Bon. Bonjour. De toute façon, le PowerPoint sera disponible sur le site et d'ailleurs, il est aussi disponible à l'écran. Donc, ce que je vais présenter comme exposé, c'est la situation de la réglementation en ce qui concerne les cancers causés par le travail en Europe. Et dans le cadre de cette réglementation, hier, David Walters a dit, derrière le mot dérégulation, il peut y avoir beaucoup de choses différentes qui se cachent. Et dans le cas des cancers, ce qui se produit aujourd'hui en Europe, c'est en fait le maintien volontaire d'une réglementation inefficace, dépassée, et dont on sait parfaitement qu'elle est inefficace et dépassée, mais qui, pour des raisons différentes, arrange évidemment les industriels, parce que ça minimise leurs obligations de prévention, et arrange aussi la bureaucratie étatique ou para-étatique de l'Union européenne pour des raisons que je vais vous expliquer dans le courant de cet exposé. Alors, je vais brièvement présenter d'abord quelle est l'ampleur du problème, donc pourquoi la question des cancers au travail est tellement importante de manière objective. Ensuite, quel est le contexte institutionnel et politique dans lequel nous nous trouvons. Et donc le mot qui est le plus à la mode aujourd'hui dans les institutions européennes, ce n'est pas dérégulation, c'est better regulation. Et donc c'est un mot qui a été introduit par le New Labour dans le vocabulaire politique. Ensuite, je vais faire le point de façon très synthétique sur la législation européenne et tirer le bilan, donc montrer en quoi cette législation est largement inefficace, parler de la paralysie dans laquelle on se trouve depuis 2004 et tirer quelques brèves conclusions. Alors, d'abord, l'ampleur du problème, et je crois que on peut le résumer de façon très simple. Les cancers liés au travail sont la première cause de mortalité liée à l'absence de prévention en Europe aujourd'hui. En gros, on va trouver 20 décès par cancer pour 1 décès par accident mortel du travail. Et donc, on peut discuter longuement des chiffres, mais une estimation raisonnable qui a été faite récemment par l'ancien directeur de l'Agence européenne pour la santé et la sécurité au travail, c'est qu'il y a plus de 100 000 décès par an qui sont causés par des cancers liés à des expositions professionnelles. Le deuxième point qui est très important, c'est que cette situation ne reflète pas uniquement le passé. Souvent, les milieux patronaux vous disent « D'accord, il y a un nombre important de cancers causés par le travail, mais les expositions, ce sont des expositions qui ont eu lieu il y a 20 ans, il y a 25 ans. Ne vous en faites pas, aujourd'hui, les choses se sont nettement améliorées. » C'est complètement faux. Autrement dit, nous avons des données qui montrent qu'une proportion importante de travailleuses et de travailleurs continuent à être exposés et continuent à être exposés sans que la prévention ne soit organisée de façon satisfaisante. Autrement dit, nous pouvons prévoir, malheureusement, que dans les années qui viennent, le nombre de décès liés à des cancers au travail ne va vraisemblablement pas diminuer. Alors, hier, on a aussi parlé du problème de la production des données. Alors, dans le cas de l'Union européenne, la politique suivie par les institutions a été extrêmement cynique. C'est que, comme on n'avait pas envie d'avoir des données, on a cassé le thermomètre. Donc, on avait, il y a 20 ans, une enquête nommée Carex, qui était destinée à estimer le pourcentage de travailleurs exposés à des agents cancérogènes. La solution était très simple. On a coupé le budget de Carex. Et donc, les données européennes dont on dispose sont des données qui datent d'il y a 20 ans. Par contre, au niveau national, on dispose de données actuelles pour un certain nombre de pays. Et donc, on peut raisonnablement considérer que les données nationales dont nous disposons sont représentatives aussi pour les autres pays de l'Union européenne. Et dernier point qui, à mon avis, est très important aussi du point de vue de la responsabilité que nous avons en tant qu'organisation syndicale, c'est que les cancers causés par le travail sont à l'origine d'énormes inégalités sociales de santé. Autrement dit, les cancers causés par le travail ne frappent évidemment pas de manière égale l'ensemble des catégories socio-professionnelles.
Alors, je vous donne donc quelques données françaises, puisque l'instrument CAREX a été éliminé au niveau européen, mais je crois qu'on trouverait des données comparables et on en trouve d'ailleurs dans les quelques pays où ces données existent. Vous avez 10% de l'ensemble de la force de travail qui est exposée à des agents cancérogènes. Et ici, on parle uniquement des agents chimiques cancérogènes. Donc, dans ces données, nous n'avons pas les radiations ionisantes, nous n'avons pas les rayonnements solaires, nous n'avons pas le travail de nuit. Donc, ces données sont concentrées sur les agents chimiques cancérogènes. Et comme vous pouvez voir, la distribution sectorielle est très inégale, puisque dans la construction, on triple le risque. On passe de 10% à 31,9%. Dans l'industrie, le risque est multiplié par un facteur 1,7. On a à peu près 18% des personnes travaillant dans l'industrie qui sont exposées à des agents cancérogènes. Dans l'agriculture, 13,5%. Dans les services, là, le pourcentage est évidemment moins important. On a 6,4%, ce qui n'est quand même pas un pourcentage négligeable. Si on prend maintenant la catégorie socio-professionnelle, là, les choses sont évidentes. Les cadres sont relativement à l'abri de cette exposition, avec un peu plus de 2% des cadres qui sont exposés à des agents cancérogènes. Les professions intermédiaires se situent un peu en dessous de la moyenne, avec 7%, et ce sont les professions ouvrières qui sont le plus massivement exposées, 28% pour les ouvriers qualifiés et un peu moins de 19% pour les ouvriers non qualifiés. Alors, si on prend maintenant les conditions dans lesquelles l'exposition a lieu, et dans un pays où il y a eu certainement des campagnes et des mobilisations importantes à la suite du scandale de l'amiante, donc qui n'est sans doute pas le pire des pays dans l'Union européenne de ce point de vue-là, on voit que les mesures de prévention sont très limitées. Dans 35% des cas, aucune protection collective n'a été adoptée. Dans 26% des cas, les travailleurs ne sont pas en mesure de déclarer s'il y a une protection quelconque. Donc il est vraisemblable dans ces cas-là qu'il n'y a pas de protection efficace qui a été mise en place sur les lieux de travail. Et les mesures de protection adoptées donc, ne concernent que des minorités. Aspiration à la source, 17%. Travail en vase clos, seulement 1% des travailleurs exposés bénéficient d'un système de production en vase clos. Donc il y a vraiment des lacunes énormes du point de vue de la prévention. Alors, le contexte politique, c'est le contexte de better regulation, qui est le mot sans doute le plus à la mode aujourd'hui pour les institutions politiques dans l'Union européenne. Alors, le mot lui-même, il est très sympathique. Pourquoi être contre? C'est un peu comme si on vous disait, est-ce que vous êtes contre le fait d'avoir du beau temps ou avoir un bon repas? Better regulation, pourquoi pas? C'est l'idée que la réglementation doit être mieux adaptée, meilleure. Mais le contenu est évidemment très différent de l'étiquette. Alors, c'est une politique qui a été mise en place par étapes. Alors, je ne retrace que les étapes principales, parce que sinon on pourrait passer des heures à détailler tout ce qui s'est passé. En 2004, il y a eu un rapport suivant lesquels, et donc c'est très comparable à ce que Catherine expliquait pour le Québec, suivant lesquels la réglementation était un des obstacles principaux à la compétitivité de l'industrie européenne. Et ce rapport a été rédigé par un personnage que vous ne connaissez certainement pas, qui s'appelle Wim Kok, qui est un leader de la social-démocratie. Donc c'est un ancien Premier ministre socialiste des Pays-Bas et, à ma grande honte, qui a été pendant longtemps aussi un dirigeant syndical avant d'entrer dans la politique. La même année, la commission Barroso a été formée. Donc en Europe, tous les 5 ans, nous avons une nouvelle présidence de la commission. Et en 2004, la présidence a été donc attribuée à Barroso, un politicien conservateur portugais. Et en parallèle, on a assisté à l'élargissement le plus important dans l'histoire de l'Union européenne. C'est-à-dire l'Union européenne est passée à ce moment-là de 15 à 25 pays. Et il y a eu, sur le plan politique, une alliance entre les
politiciens néolibéraux de l'Europe occidentale et les politiciens d'Europe de l'Est, qui sont les héritiers des systèmes bureaucratiques. Donc il y a eu cette espèce d'alliance qui s'est faite entre ces deux couches de politiciens autour de l'objectif Better Regulation. En 2006, on a créé un bureau d'impact, donc qui essentiellement soumet toute nouvelle proposition législative à des études coût-bénéfice. En 2007, on a créé un groupe destiné à analyser la législation existante et, sans surprise, le groupe a conclu que c'était un fardeau énorme pour les entreprises et qu'il fallait absolument simplifier la législation existante. Et alors tout récemment, avec la nouvelle Commission européenne, on a mis en place un système qu'on peut comparer à un système de filtre dans lequel toute nouvelle initiative législative doit passer par 3 étapes qui sont très lourdes et qui permettent évidemment au lobby d'exercer beaucoup d'influence. C'est-à-dire il faut que la personne, le ou la commissaire en charge du dossier accepte la proposition. Ça doit être validé par un des vice-présidents de la Commission et ça doit être ensuite validé par un autre niveau qui est le vice-président, M. Timmermans, qui est chargé de Better Regulation pour l'ensemble de la Commission européenne. Donc toute nouvelle législation passe par un parcours d'obstacles particulièrement complexe. Alors, quand on examine qu'est-ce qu'il y a comme règles dans l'Union européenne pour protéger à la fois les travailleurs, mais aussi en partie pour protéger la population, il y a 2 types de règles. Et ces 2 types de règles sont complémentaires et indispensables. D'une part, il y a des règles de mise sur le marché. Donc si vous voulez mettre une substance chimique sur le marché, vous devez respecter un certain nombre de règles. Et là, l'histoire de ces règles remonte à pratiquement 50 ans. Donc la première directive en la matière date de 1967 et elle accordait une très grande place à l'autorégulation. C'est-à-dire il appartenait aux industriels qui mettaient des produits sur le marché de procéder eux-mêmes à une évaluation, une classification des substances, ce qui évidemment, dans beaucoup de cas, aboutissait à une sous-évaluation, une sous-estimation des risques réels de ces substances. En 1976, pour la première fois, une directive a rendu possible l'interdiction ou la limitation de la mise sur le marché. Donc ça, c'était un élément positif puisque ça permettait aux autorités publiques de réagir, mais la mise en œuvre de ces dispositions a été extrêmement lente. Il suffit de dire que dans le cas de l'amiante, donc il existait une base législative depuis 1976 pour interdire l'amiante en Europe et il a fallu attendre pratiquement un quart de siècle pour que l'amiante soit interdit au niveau de l'Union européenne. Alors qu'évidemment, on disposait déjà de toutes les données scientifiques pour imposer cette interdiction. En 2006, les règles de mise sur le marché ont été complètement modifiées avec une réforme en profondeur qui s'appelle REACH. Je n'entrerai pas dans les détails parce que ça prendrait trop de temps. Et il y a également un certain nombre de régulations spécifiques, par exemple en matière de pesticides, de biocides, de cosmétiques, etc. Alors, ces règles de mise sur le marché sont complétées. D'abord, le bilan des règles de mise sur le marché, c'est qu'elles jouent un rôle complémentaire par rapport aux règles de protection des travailleurs. C'est-à-dire, on a besoin des deux. On ne peut pas se passer ni de l'un ni de l'autre. Les règles, en tout cas à partir de REACH, sont certainement meilleures et poursuivent des objectifs y compris de protection de la santé du travail et de la santé publique de façon plus claire que par le passé. Mais par contre, les procédures qui ont été créées pour appliquer ces règles sont extrêmement lentes et permettent au lobby industriel de freiner l'ensemble des décisions qui doivent être prises. Une limite intrinsèque à cette partie de la législation, c'est qu'on procède par substance, alors que dans la réalité, les travailleurs sont exposés à des cocktails. Et donc, on a des règles qui concernent telle substance en fonction de sa classification, mais qui ne tiennent pas compte des interactions qui vont se produire sur les lieux de travail dans la réalité. Et alors, au cours de ces 2 dernières années, il y a eu un scandale politique majeur et qui concerne les perturbateurs endocriniens, qui eux-mêmes jouent un rôle important dans un certain nombre de cancers, comme les cancers du sein, les cancers de la prostate. Et là, on a
vu que la politique de la Commission européenne a été élaborée directement par un certain nombre de géants de l'industrie chimique comme BASF ou Syngenta. Alors, il y a d'autres règles qui concernent les lieux de travail. Alors, ces règles ont commencé par un scandale, c'est malheureusement souvent le cas, qui est une directive sur le chlorure de vinyle monomère. L'industrie du plastique avait sciemment dissimulé les données en ce qui concerne les cancers du foie parmi les travailleurs de cette industrie, et ça a provoqué en réaction l'adoption d'une directive spécifique en la matière. Puis il y a eu différentes directives qui ont été adoptées, et la directive actuellement en vigueur, c'est une directive de 1990 sur les agents cancérogènes qui ne contient que 3 valeurs limites contraignantes et dont le champ d'application est très limité. Il est très limité notamment en ce qui concerne les procédés qui dégagent des expositions qui elles-mêmes peuvent être cancérogènes. Et donc l'exemple le plus connu, mais il n'est évidemment pas le seul, c'est celui de la silice cristalline, une des causes massives de cancer, notamment dans le secteur de la construction. Eh bien, la silice cristalline ne se trouve pas dans le champ d'application de la directive en question. Et donc le bilan qu'on peut tirer, c'est que d'une part, cette directive a un champ d'application qui est beaucoup trop restrictif. Pas de place pour les toxiques pour la reproduction, pas de place pour les perturbateurs endocriniens. La liste des procédés est totalement inadaptée. Il y a une faiblesse des dispositifs de socialisation et de contrôle. Il n'y a pas de surveillance de la santé post-emploi. Or, on sait que dans beaucoup de cas, les cancers ne vont apparaître que 10 ans, 15 ans, 20 ans après l'exposition. Et depuis 25 ans, on a seulement 3 valeurs limites qui ont été adoptées. Donc, vous vous rendez compte pour plusieurs centaines de substances que la procédure législative a été particulièrement lente. Et depuis 2002, il y a un accord politique sur la nécessité d'une révision de la directive. Alors, il y a d'autres législations dont je ne vais pas parler maintenant, et il y a également ce qu'on appelle des textes qui sont des accords issus de la négociation entre organisations syndicales et organisations patronales au niveau européen. Et là, il y a 2 accords à signaler. Un accord sur la silice cristalline qui, de mon point de vue, a joué un rôle plutôt négatif, parce qu'il ne reconnaît pas le fait que la silice cristalline est un agent cancérogène, et donc il a été utilisé par l'industrie pour freiner l'adoption d'une valeur limite d'exposition. Un autre accord qui, à mon avis, est très positif dans le secteur de la coiffure, et la mise en œuvre de cet accord, qui a été conclu il y a 3 ans, a été paralysée par la Commission européenne, et donc qui a même violé le traité sur l'Union européenne pour empêcher cet accord d'être transformé en une directive contraignante. Et donc on est dans une situation de blocage. On est dans une situation de blocage dans laquelle il faut savoir que dans le système institutionnel européen, la Commission a le monopole de l'initiative législative. Donc contrairement à ce qui se passe au Canada ou dans les États de l'Union européenne, où il y a aussi des initiatives parlementaires qui peuvent être mises sur la table, dans le système européen, seule la Commission européenne a le droit de proposer une législation. Même s'il y a une majorité écrasante au Parlement européen en faveur d'une législation, il n'y aura pas de législation tant qu'aucun projet n'a été mis sur la table par la Commission. Et donc la Commission a décidé de façon cynique de bloquer la révision de la directive agents cancérogènes. Alors aux dernières nouvelles, il y aurait pour l'année 2016, mais ce n'est même pas confirmé, une proposition de mini-réforme qui porterait très généreusement sur l'adoption de cette valeur limite d'exposition, éventuellement avant la fin du mandat de l'actuelle Commission. Alors, en conclusion, je dirais, la lutte contre les cancers professionnels est une lutte qui a un caractère radical. Elle a un caractère radical parce qu'elle porte sur des choix patronaux dans l'organisation du travail. Elle ne porte pas sur des dysfonctionnements du système de production. Et donc, c'est pour ça que cette lutte, à mon avis, se heurte à tellement d'opposition. C'est une lutte difficile parce que la visibilité des cancers professionnels est évidemment beaucoup moins grande que la visibilité des accidents du travail. Ce ne sont pas des événements immédiats que l'on voit sur les lieux de travail. Il y a une dimension de genre importante. Et là, je voudrais insister notamment sur le fait que traditionnellement, en épidémiologie des risques professionnels, on a complètement négligé l'influence des expositions professionnelles dans les cancers du sein.
Et récemment, il y a un excellent rapport qui a été publié aux États-Unis, mais par la Breast Cancer Foundation. Donc c'est assez significatif que ce ne soit pas des institutions de santé au travail qui aient publié un rapport qui faisait le point sur l'importance des expositions professionnelles dans les cancers du sein et qui montre notamment que dans certaines professions, je pense aux coiffeurs, aux coiffeuses, je pense aux travailleuses dans l'industrie alimentaire, on peut multiplier par 3 ou par 4 le risque de cancer du sein. Et finalement, ça pose au mouvement syndical la question d'une attitude offensive qui soit en rupture avec les idéologies productivistes. Et là, je ne l'ai pas inclus dans la diapositive parce qu'au moment où j'ai rédigé cette diapositive, là, je n'avais pas encore la confirmation de cette information, mais la bonne nouvelle, c'est que au niveau syndical, la Confédération européenne des syndicats, donc qui est une organisation qui regroupe les confédérations syndicales de l'ensemble des pays d'Europe, la décision a été difficile à prendre, il y a eu des débats acharnés, mais elle a été prise et donc pour l'année 2016, il y aura une campagne commune de l'ensemble des syndicats européens pour lutter contre les cancers au travail. Et ça, cela montre donc qu'il y a des possibilités de mobilisation qui s'ouvrent en Europe sur cette question. Merci.